Vendredi 29 octobre 2021. Sur le vif, un balado du CRIMIS, épisode 26. Échange en contexte de crise sociale et sanitaire avec Isabelle Ruellan, chercheuse d'établissement au Centre Interaction, au CIUS du nord de l'île de Montréal et ancienne boursière du CRIMIS. Bonjour Isabelle, merci d'avoir accepté de participer au balado. Hey, merci de l'occasion. Je trouve que c'est vraiment un bel espace là, pour pouvoir échanger. Fait que je suis vraiment ravie de participer moi aussi. Excellent. Tu t'intéresses depuis longtemps aux initiatives citoyennes qui peuvent contribuer à réduire les inégalités sociales en santé, n'est-ce pas? Peux-tu nous parler un peu de ce qui t'anime autour de cette question-là? Oui, avec plaisir. Peut-être un peu situer d'où je viens par rapport à mes intérêts de recherche. Et moi, je suis sociologue et psychosociologue, formée ici, mais aussi au Brésil. Et puis, depuis mes premières expériences de recherche et d'intervention en partenariat avec des organismes communautaires et des organisations publiques de santé dans différents pays, je suis témoin d'un engouement croissant, et puis je ne suis sûrement pas la seule, là, c'est vraiment très fort depuis au moins une trentaine d'années un peu partout, mais vraiment un engouement fort pour la participation citoyenne en santé. Puis cet engouement-là se traduit notamment par la mise en œuvre de dispositifs variés pour mobiliser et faire participer les citoyens. On réalise que les pratiques initiées par les citoyens vraiment dans la communauté sont peu documentées comparativement aux pratiques et aux dispositifs qui permettent de faire participer les citoyens dans l'organisation de santé. Et c'est entre autres en réalisant cette distinction-là importante que j'en suis arrivée à m'intéresser aux initiatives citoyennes et à leur potentiel de transformation dans une perspective de réduction des inégalités sociales, souvent reproduites par les organisations de santé elles-mêmes. C'est super intéressant. Je comprends bien, c'est des pratiques qui sont là depuis longtemps finalement, mais qui passent sous le radar. Et de notre côté, on voit les pratiques institutionnelles beaucoup plus visibles, effectivement, dans la recherche. Comment ça se transpose dans tes projets, ce cadre d'analyse-là? Oui, en fait, ça se transpose de différentes manières, mais peut-être que pour illustrer ça un peu à partir de mon parcours, je commencerai avec l'exemple de ma thèse de doctorat que j'ai réalisée au Brésil au sein d'un réseau local de santé mentale dans la ville de Campinas. Cette ville-là, ça se situe dans l'État de São Paulo au Brésil. Et cette expérience ethnographique de plus d'un an là, m'a permis d'identifier le rôle central d'espace de prise de parole impliquant une pluralité d'acteurs, dont des citoyens, des professionnels de la santé et tout. Ces espaces-là, les gens de la place les nommaient roda, ce qui signifie cercle de parole en portugais. Et ce que j'observais, c'est comment ces espaces de parole-là agençaient à la fois des pratiques formelles, donc réunions, hors du jour, mais aussi informelles, d'échanges sur comment ça va, qu'est-ce qui se passe dans ton coin, etc. Et ces espaces pluriels-là de gouvernance, parce qu'on prenait des décisions sur les services, sont de réelles courroies de transmission entre des initiatives citoyennes locales qui font une différence dans certains quartiers défavorisés, bidonvilles, là, vraiment, il n'y avait même pas d'asphalte là, dans certains quartiers que je rencontrais, et le réseau public de services qui tente tant bien de mal de pallier aux différents besoins des personnes. Durant mon ethnographie, j'ai observé le travail de certains voisins de personnes isolées vivant des problèmes graves de santé mentale qui avaient développé une espèce de modus operandi de soutien entre pairs, là, une forme de solidarité spontanée, où ils se concertaient entre eux pour se distribuer les tâches qu'ils voyaient comme nécessaires au maintien du bien-être de cette personne-là qui habitait dans le bidonville. Par exemple, OK, qui va aller l'aider à aller à l'épicerie du coin? Si elle vit un problème de crise, comment on s'organise pour appeler le service d'aide qui peut venir porter un soutien précis? Et même de l'accompagner à participer au RODA quand il y avait lieu. Puis, est-ce que ça se transpose ici, du côté du Québec? Qu'est-ce que tu vois? Oui, au Québec, je pourrais donner un autre exemple, cette fois issu de mes travaux plus récents au sein de réseaux intersectoriels de santé de proximité au nord de l'île de Montréal. C'est là où je travaille maintenant à titre de chercheur universitaire en milieu de pratique. Puis plus précisément, depuis 2019, je documente différentes initiatives citoyennes issues de milieux communautaires qui proposent de répondre aux besoins des personnes de ces quartiers, de certains quartiers très vulnérables, avec une pluralité culturelle, puis toutes sortes de défis psychosociaux là, vécus au quotidien.
Et je mène entre autres une recherche depuis 2020 là, sur des initiatives de sensibilisation communautaire à la COVID-19 portées par des personnes du quartier qu'on nomme couramment maintenant les citoyens relais, du moins au nord de l'île. Ah oui, c'est intéressant, citoyen relais. À quoi ça réfère, en fait? Je peux peut-être dire un mot sur le terme comme tel. L'expression citoyen relais vient du milieu communautaire, notamment l'organisme Parole d'Exclus l'utilise beaucoup. Et c'est le mot, ça sert à qualifier le travail citoyen réalisé notamment depuis la pandémie qui a pris vraiment une ampleur assez significative et qui permettait donc ces citoyens-là qui ont émergé davantage dans la pandémie de faire le relais. Ils faisaient un relais entre les citoyens isolés et les services sociaux communautaires du quartier. Donc, c'est d'où l'expression citoyen relais. En gros, ces citoyens ont des profils variés, hein, vraiment de tout âge, mais ont en commun de ne pas jouer un rôle professionnel en santé comme tel et d'avoir une connaissance personnelle, peut-être d'avoir déjà passé par là eux-mêmes, ainsi qu'une expérience directe des événements quotidiens de leur communauté. Ils mènent donc des actions de sensibilisation sur le territoire et là, tranquillement, ça s'est développé aussi avec le soutien d'organismes communautaires pour concrétiser une pratique vraiment de sensibilisation avec un soutien du secteur institutionnel aussi, où on peut réellement parler d'une pratique de sensibilisation sur le territoire, où les gens se promenaient en binôme, souvent un citoyen, un intervenant communautaire, en réalisant du porte-à-porte, en se promenant dans les parcs, dans différents espaces publics, en allant vers les commerces aussi, pour sensibiliser la population aux mesures de prévention de santé publique, telles que l'importance de gestes barrières, la distanciation physique, le fameux lavage de mains, tout ça, là, on connaît un peu la rengaine, mais aussi pour informer sur les ressources disponibles dans le quartier. Donc, on voit vraiment une évolution de cette pratique qui est à la fois spontanée et qui commence à se structurer, je dirais, là. Ah, c'est intéressant, je comprends bien. Il y a la pandémie qui s'est déclenchée, puis toi, tu étais déjà en train sur le terrain et tu as décidé de capter ces initiatives-là, c'est bien ça? Oui, c'est ça, parce que en fait, moi, mon postdoc a commencé comme un peu avant la pandémie, je dirais. Donc, quand la pandémie a éclaté en mars 2020, j'étais sur le terrain en train de réaliser une recherche en partenariat avec l'organisme Parole d'Exclus dans le nord-est de Montréal-Nord, qui est une des régions les plus défavorisées là, de Montréal-Nord. J'ai alors constaté, quand la pandémie est arrivée, que pour pallier à la lenteur de la réponse publique, hein, à la première vague, là, vraiment, le réseau public n'était pas au rendez-vous pour répondre aux besoins des populations défavorisées et pour qu'ils aient accès à un matériel sanitaire ou qu'ils reçoivent un minimum de consignes de santé publique. Donc, c'est là que des citoyens, avec des organismes communautaires, se sont mobilisés et ont collaboré entre eux pour répondre aux besoins les plus urgents. Et c'est vraiment par cette collaboration-là qu'on a vu des pratiques de sensibilisation inspirées des initiatives des citoyens relais et qui ont connu un rayonnement important, allant même jusqu'à transformer certaines approches des services publics de proximité du CIUS, là. Il était clair que pour ses partenaires, qu'il fallait à la fois répondre aux besoins des citoyens, mais aussi favoriser l'implication des jeunes isolés dans leur 4,5 avec leur famille, puis leurs 3-4 frères et sœurs. Je donne un exemple un peu caricatural, mais c'est une réalité courante à Montréal-Nord, là. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour ces jeunes-là? Ils n'ont plus d'espace pour s'épanouir, pour vivre leur adolescence et tout. Alors, comment on peut répondre à ces deux besoins-là pour qu'ils acquièrent une expérience et qu'ils sortent de l'isolement, justement? Donc, ce double objectif-là a favorisé la création de pratiques d'accompagnement et de sensibilisation à la fois. Donc, assez flexible, c'est-à-dire que oui, on faisait un travail en binôme, d'aller vers les citoyens au quotidien sur le terrain, de sensibiliser, de distribuer des masques, de rappeler les mesures barrières, mais on s'organisait entre nous pour prendre soin de nous. Donc, il y avait des espaces de parole impliquant des jeunes qui leur permettaient de donner leur avis sur la pratique vécue, de débriefer de leur expérience, pas évidente des fois, d'aller à la rencontre de citoyens réfractaires. Il faisait chaud l'été 2020, donc de pouvoir un peu vraiment rendre compte de leur expérience. Mais c'était aussi quasiment une expérience de milieu de vie puis de socialisation. Il y a des jeux qui avaient lieu, des guerres de fusils à l'eau. Donc, on a tout un volet prendre soin des intervenants impliqués puis des jeunes qui émergeaient de par ce double objectif-là. Les jeunes sont allés à la rencontre de personnes avec qui ils n'auraient jamais parlé autrement, mais qui ont vraiment créé
des liens ou du moins une compréhension sociale à travers ce projet-là. Et ça, je pense que c'est un peu le rôle de la recherche sociale. Moi, je documentais un peu leur compréhension du quartier en parallèle à cette intervention-là, plus socio-sanitaire, si on veut. Donc, la pratique de sensibilisation sur le terrain devenait alors aussi un travail d'auto-formation en continu, où on apprenait en le faisant, dans le fond, à la fois pour les intervenants, les coordonnateurs, les partenaires, que les jeunes. Tout le monde un peu sur un même piédestal en termes d'acquisition de connaissances et de savoir-faire. Là. Ah ouais, on sent vraiment que les intervenants, comme les jeunes, découvraient un peu au fur et à mesure dans quoi ils étaient puis les possibilités d'action. Hein. C'est super intéressant. Ça allait-tu jusqu'au point où les jeunes jouaient un rôle actif dans la gouvernance ou dans le design de la collaboration intersectorielle? Plus ou moins. Comment je pourrais dire? Les jeunes agents de sensibilisation ont certes eu l'impression d'avoir fait une différence. Hein? Faire une différence, ça veut dire de traduire le concept de pouvoir d'agir sur l'organisation du travail là, qu'on a trouvé avec eux. En gros, lorsqu'on leur demande justement s'ils ont l'impression d'avoir fait une différence avec leur pratique de sensibilisation, un des jeunes, par exemple, nous dit « La grosse différence, elle est en moi. J'en ressors changé de ce projet-là. » Ça, c'est assez parlant parce que pour plusieurs jeunes, cette expérience-là a contribué à leur estime, à un sentiment aussi de contribuer à leur communauté. Autrement dit, il s'agit pour eux d'une expérience transformatrice, certes, qui leur a permis de découvrir leur potentiel, de socialiser aussi en créant des liens, qui a été transformatrice aussi pour les intervenants eux-mêmes, les coordonnateurs, même les partenaires, même la police municipale ou les organisateurs communautaires, et aussi d'en apprendre davantage sur leur communauté qui les entoure et d'aborder, je dirais, la question de la citoyenneté ou de l'action civique autrement. Certains se sont même découvert des passions d'engagement citoyen où ils vont siéger sur des comités de jeunes maintenant. Et ça, c'est la grande fierté du milieu en ce sens-là. Ce que cette expérience-là a mis en lumière, c'est qu'il s'agit vraiment d'un projet pionnier qui a fait boule de neige dans le réseau public de santé. Ce que je veux dire, c'est qu'on pourrait dire qu'il a contribué à changer des pratiques dans le réseau public, entre autres par l'entremise d'organisatrices communautaires impliquées dans le projet depuis le début, qui ont observé les initiatives citoyennes et communautaires en train de se faire au premier jour de la pandémie et qui ont favorisé la mise en place de nouvelles équipes de sensibilisation communautaire au CIUS du Nord. L'évolution de ces pratiques-là pour répondre à des nouveaux besoins de santé de proximité m'intéresse beaucoup. Et je pense que le réseau que j'ai déjà établi, d'acteurs qui s'intéressent à comprendre ce qu'ils sont en train de faire, va vraiment être prometteur pour la suite. Oui, clairement. On a hâte de suivre tout ça. Je te remercie beaucoup, Isabelle. Bien, merci à toi, Guillaume.